Oubliez les contes de fées. Oubliez le chevalier à l'armure étincelante qui sauve les princesses sans effort. La réalité était bien plus lourde, et elle sentait la boue, la sueur et la peur. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous raconter l'histoire d'une grande bataille, mais celle des 24 heures qui l'ont précédée. Le rituel d'un homme se préparant à mourir, la science cachée dans son armure et la vérité brutale de ce qu'il en coûtait, en or et en âme, d'être un chevalier. Aujourd'hui, vous êtes Sir Guillaume, un chevalier français. Et demain, à l'aube, vous chargerez les lignes anglaises dans la bataille qui décidera du sort d'un royaume. Vous êtes dans votre tente, au milieu d'un camp militaire dans la France du XVe siècle. L'air est froid et sans la pluie, les chevaux et la fumée. Ce n'est pas un château, c'est une mer de toile, de boue et de misère. C'est la dure réalité de la vie en campagne. Votre journée ne commence pas avec le chant des oiseaux, mais avec le son de milliers d'hommes toussant dans le brouillard. Le petit déjeuner n'est pas un banquet, c'est un morceau de pain dur, peut-être avec un peu de fromage rance, et une gorgée de vin coupé d'eau. Vous avez enduré des semaines d'une marche infernale, dormant sur de la paille humide et rêvant de la chaleur de votre foyer. La dysenterie, le flux de sang, se propage dans le camp comme une peste et a tué plus d'hommes que n'importe quelle flèche anglaise. Votre corps, habitué à l'effort, est endolori par le froid et l'humidité qui s'infiltrent jusqu'aux os. C'est le premier ennemi auquel il faut survivre, le camp lui-même. L'après-midi est consacré au rituel le plus sacré, la préparation de l'équipement. Votre écuyer, Jean, un jeune homme d'Aix en grave peine 17 ans dont l'avenir dépend de votre survie, déploie votre armure de plate sur un drap de laine. Ce n'est pas seulement un costume, c'est votre seconde peau, votre forteresse et votre bien le plus cher. Chaque pièce est méticuleusement inspectée. Une courroie de cuir pourri, un anneau de côte de maille brisé, toute défaillance de main sera fatale. Vous aiguisez le fil de votre épée longue avec une pierre à affûter, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle puisse couper un cheveu en l'air. C'est le son de la mort qui se prépare. Mais combien coûte cette préparation ? Arrêtons-nous pour analyser l'économie brutale de la guerre. Votre armure complète, forgée à Milan, a coûté plus de 1600 livres tournois. Votre cheval de guerre, votre destrier, qui en ce moment même mange la meilleure avoine que votre argent puisse acheter, a coûté presque autant. En ajoutant l'équipement de votre écuyer, vos chevaux de rechange, les armes et les provisions, le coût total pour mettre un chevalier sur le champ de bataille s'élevait à plus de 4000 livres. Pour vous donner une idée, un artisan qualifié à Paris gagnait environ 30 livres par an. Il lui faudrait plus de 130 ans de travail pour payer votre équipement. Aujourd'hui, ce ne serait pas comme acheter une voiture de luxe. Ce serait l'équivalent d'acheter et d'entretenir votre propre char de combat. Alors, qu'est-ce que tout cet argent achetait ? Une maladroite boîte de conserve ambulante comme on en voit au cinéma ? Non. Il achetait un chef-d'œuvre d'ingénierie du XVe siècle. Ces 30 kilos d'acier sont si bien répartis sur votre corps que vous pouvez bouger avec une agilité surprenante. Les surfaces courbes de votre plastron et de vos épaulières n'étaient pas conçues pour arrêter un coup, mais pour le dévier. Une flèche d'arc long, la terreur de l'infanterie, ricochait souvent sur l'acier bombé de votre plastron. Un coup d'épée glissait. Vous étiez une forteresse humaine, étonnamment agile, conçue pour survivre dans l'environnement le plus mortel imaginable. La nuit tombe. Le bruit du camp s'éteint, remplacé par le murmure de milliers d'hommes priant ou chuchotant. C'est l'heure de la peur. Dans votre tente, à la lueur d'une bougie de suif qui empeste et qui fume, vous écrivez une lettre à votre épouse. Vous lui parlez de la récolte, lui donnez des instructions sur la gestion de vos terres, mais entre les lignes, c'est un adieu. Vous lui demandez de prier pour votre âme et de prendre soin de votre fils. Vous pensez à Jean, votre écuyer, en lui promettant que vous veillerez sur lui comme s'il était le vôtre. Chaque mot est un petit éclat de votre cœur posé sur le papier. Telle est la souffrance silencieuse du chevalier, le poids de la lignée, la peur de laisser sa famille sans protection. Vous priez, non seulement pour la victoire, mais pour une belle mort. Ou mieux encore, pour une bonne rançon. Vous savez que la guerre est aussi un commerce. Capturer un noble anglais lors de la bataille de demain pourrait payer les dettes de toute une vie et assurer l'avenir de votre fils. Mourir est honorable, certes, mais survivre et rentrer chez soi riche est le véritable rêve. Avant l'aube, le rituel final commence. Jean vous aide à vous vêtir pour la bataille. C'est un processus lent, méthodique, de près d'1 heure. D'abord, le gambison matelassé, votre première ligne de défense contre les impacts. Puis, le réseau complexe de plaques et de courroies.
les grèves pour vos tibias, les cuisseaux pour vos cuisses, les brassards, les cubitières, le plastron et la dossière, qui se ferment comme une carapace. Vous sentez le poids se poser sur vos hanches, votre corps s'habituant à la charge. Vous vous sentez puissant, invulnérable et piégé à la fois. La dernière pièce est votre aume, un bassinet à visière. Jean le place sur votre tête. Le monde extérieur s'estompe. Le bruit de milliers d'hommes se préparant devient un écho sourd. Votre vision se réduit à une étroite fente d'acier. L'air que vous respirez sent votre propre souffle, le cuir et la peur. À cet instant, la transformation est complète. Vous n'êtes plus sœur Guillaume, l'époux, le père, le seigneur terrien. Vous êtes une arme anonyme, une statue d'acier dont le seul but est de charger, de tuer et de survivre. Votre humanité est enfermée, attendant d'être libérée, si toutefois vous revenez. Il faut préciser que tous les chevaliers n'étaient pas comme vous. Il existait une vaste hiérarchie. Des grands-ducs, qui pouvaient s'offrir des armures dorées et des armées privées, aux chevaliers errants, qui possédaient à peine une cotte de mailles et un vieux cheval. Vous représentez l'épine dorsale des armées féodales, la petite noblesse, pour qui l'honneur était un devoir qui les menait au bord de la ruine. De plus, l'armure de bataille que vous portez est différente de celle des tournois. L'armure de joute était beaucoup plus lourde et spécialisée, conçue pour un seul type d'impact. Votre armure de guerre est plus légère et flexible, un compromis entre la protection et l'agilité nécessaire pour survivre à un combat chaotique et prolongé. Au final, votre voyage de préparation révèle la vérité du chevalier médiéval. Il n'était pas une figure de roman, mais un professionnel de la guerre. Un système d'armes ambulant, incroyablement cher et technologiquement avancé. L'armure n'était pas seulement une protection, elle était la manifestation physique de votre statut social, de votre devoir et de votre ruine économique. Une forteresse d'acier qui vous donnait le pouvoir d'affronter une armée, mais dont vous deviez supporter le poids, littéral et figuré, bien avant que ne retentissent les corps de bataille. La vie d'un chevalier ne se mesurait pas en bataille gagnée, mais en récoltes qu'il devait vendre pour pouvoir les mener. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la dure réalité de ces guerriers? Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Si ce voyage dans la vérité du Moyen Âge vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine.